Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence participative qui va avoir la forme d'un quiz. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Ce petit quiz en fait va être sur la thématique des enjeux de l'éolien en mer. Donc je vais commencer par me présenter pour que vous sachiez un petit peu qui je suis. Donc je suis Chloé, je fais partie de l'équipe Sciences Action Normandie. Donc, je suis médiatrice scientifique. Donc à Sciences Action Normandie, nous sommes une équipe qui va avoir la charge de gérer un espace d'exposition qui s'appelle l'Atrium et qui est basé à Rouen. Et donc dans notre programmation de cette année 2020 sur l'énergie, donc voilà, vous avez des photos un petit peu de l'Atrium et de ce qui est présent à l'intérieur donc dans notre espace d'exposition. Donc nous présentons notamment les éoliennes en mer, pardon. Vous pouvez voir une petite photo par exemple en bas à droite avec une maquette d'éolienne en mer. Je vais commencer par présenter rapidement le sujet de cette petite conférence quiz et je présenterai ensuite les participants, donc les classes participantes pour le quiz et également les intervenants, donc qui sont nos 3 experts finalement et qui nous expliqueront un petit peu en détail les réponses aux questions du quiz que nous commencerons donc juste après. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler des éoliennes terrestres, mais peut-être ne saviez-vous pas, ou peut-être saviez-vous, qu'il existe aussi des projets pour l'installation de parcs éoliens en mer. Donc des éoliennes qui vont être sous la forme d'un parc au niveau, au large des côtes en France. Donc il y a actuellement 8 parcs éoliens en mer qui sont prévus au niveau des côtes de la Manche et également des côtes de la région Loire-Atlantique. Les premiers parcs français d'éoliennes en mer vont donc normalement être au jour à partir de 2022. Donc ça va être notamment celui de Saint-Nazaire, donc en Loire-Atlantique, et également ceux qui sont sur les îles Dieu et de Noirmoutier, donc en Vendée. En ce qui concerne donc notre région, la Normandie, il y a 4 parcs qui sont en projet. Donc il y en a un à Dieppe-le-Tréport, un autre à Fécamp, un autre à Courseulles-sur-Mer et un petit dernier qui a été validé il n'y a pas très longtemps dans le Cotentin. Et pour 2 d'entre eux, ils vont ouvrir le jour à partir de 2023. Donc voilà un petit peu de ce qui va être fait en France. Le but du quiz maintenant, ça va être de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des projets d'installation de parcs éoliens en mer, de voir comment ça se passe pour l'installation de ces éoliennes dans des parcs, et également de voir s'il y a des mesures qui sont prises vis-à-vis de l'environnement pour voir s'il y a un impact ou non sur l'environnement. Alors, donc maintenant, pour ce quiz, nous avons 4 classes qui vont participer. Juste avant, voilà, je parle des classes et je présenterai les intervenants juste après. Donc, nous avons des élèves de 3e, je vais commencer par les plus jeunes. Donc, des élèves de 3e du collège Janine Van Cazel, de Tiberville, donc qui sont dans le département de l'Eure. Alors, on ne les voit pas en petite vignette de caméra, mais ils sont bien là. Bonjour à vous, le collège de Van Cazel. Ensuite, nous avons aussi une autre classe de 3e, toujours dans le département de l'Eure, donc une classe de 3e du collège Simone Veil à Bourrachard. Alors, montrez-vous un petit peu, levez la main qu'on vous voit un peu, le collège Simone Veil. Voilà, donc vous êtes bien ici, très bien. J'espère que vous êtes prêts aussi pour le quiz, tout comme la première classe que j'ai nommée juste avant. Bon, on verra ça tout à l'heure. Si je continue dans les présentations pour les participants, les classes, il y a également 2 classes qui proviennent d'un même lycée. Donc le lycée Arcis de Caumont à Bayeux, dans le Calvados cette fois-ci, si je ne me trompe pas. Alors, nous avons une classe de première STI 2D. Montrez-vous un peu la classe de première. Ok, très bien.
Super, donc j'espère que vous aussi vous êtes prêts. Et pour finir, une classe de terminale, donc toujours terminale STI 2D, donc du même lycée. Montrez-vous la dernière classe, voilà, qu'on vous voit. Super. Très bien. Alors maintenant, en ce qui concerne les intervenants, je vous présente pour finir avec vous. Alors si on peut voir la diapo. Donc, vous êtes 3. Alors, déjà, il faut savoir que le quiz, qu'on va commencer juste après, est divisé en 3 parties, 3 thématiques. Donc, il y a un intervenant qui va à chaque fois intervenir pour une thématique. On commencera donc avec le premier intervenant qui est Pierre Dution. Pierre Dution, vous pouvez parler si vous voulez dire bonjour, et je vous présente juste après. Bien, bonjour. Voilà, je ne sais pas si on vous voit. Je lève la main. En tout cas, on vous verra de toute façon tout à l'heure. Sinon, vous êtes aussi en petite image sur le diapo. Donc, Pierre Dution, vous êtes chef de projet éolien en mer chez EDF Renouvelables. Donc, vous interviendrez juste après sur le premier thème qui s'appelle des éoliennes en mer, donc qui concerne surtout des questions sur l'installation un peu de celles-ci, donc dans les parcs éoliens. Ensuite, nous avons un deuxième intervenant qui est Didier Lemos. Didier Lemos, bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Donc Didier Lemos, vous êtes directeur du département de mécanique à l'INSA Rouen Normandie, enseignant-chercheur et chargé de mission éolien pour l'INSA Rouen. C'est exact? Oui, très bien. Et vous allez donc intervenir en deuxième sur le thème l'éolien en mer, un objet technique. Et pour finir, on finit par le meilleur, puisque ce sera une femme, Émilie Praca. Les deux premiers. Donc, Émilie Praca, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes coordinatrice. Petit coucou. Vous êtes donc coordinatrice du groupement d'intérêt scientifique chez Éoliennes en mer Dieppe-le-Tréport. Voilà. Et donc, vous interviendrez, vous, pour la dernière partie, donc le thème les éoliennes en mer et l'environnement. Ok, donc voilà pour les présentations. Je vous propose également de commencer tout simplement le quiz. On va être ensemble un petit peu moins d'1h30 maintenant puisqu'on a déjà commencé. Pour chaque thématique, il va donc y avoir 3 questions. Donc, on commencera la thématique avec une présentation peut-être de plus spécifique des intervenants qui se présenteront eux-mêmes un petit peu sur ce qu'ils font, quelles sont vos missions. Ensuite, on commencera donc chaque question. Je vous lirai la question, les réponses également, et vous aurez à répondre au petit sondage qui s'affichera normalement sur la droite de votre écran. Et chaque classe vont avoir une réponse seule à donner. Donc il va falloir, je compte sur vous les professeurs, pour voir quelle est la réponse majoritaire dans votre classe et ensuite répondre au sondage à chaque fois. On vous laissera un petit peu de temps pour répondre à chaque fois. Voilà pour ce qui est donc de la présentation du quiz. Donc, je propose qu'on commence tout de suite. On va commencer donc le petit sondage avec la première thématique, des éoliennes en mer. Et notre intervenant donc est Pierre Dution. Donc Pierre Duton, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail que ce que je l'ai fait juste avant? Quelles sont vos missions? Je vous laisse y répondre. Allez-y. Avec plaisir. Moi, effectivement, je suis chef de projet éolien en mer sur le parc de Fécamp en particulier. Et la mission en fait que j'ai touche tout ce qui va concerner l'obtention des autorisations, la relation avec le territoire et l'ensemble des acteurs. Et finalement, on va dire la grande mission, c'est de faire en sorte que le projet se réalise tel qu'il a été convenu et tel qu'il est souhaité par le territoire. Donc ça, c'est, on va dire, dans les grandes lignes, avec un projet qui est aujourd'hui autorisé et en phase de construction. Les étapes précédentes ayant été la définition et la construction de ce projet au sens
on va dire, papier du terme, c'est-à-dire savoir effectivement où est-ce qu'on met les éoliennes, quel type d'éoliennes on choisit, des choses que nous allons pouvoir aborder par ailleurs suite à cette question. Je ne sais pas Ok, après si vous très bien. voulez un petit peu d'informations sur le parcours peut-être qui peut éventuellement Oui, intéresser les oui, hein. élèves. Voilà, Allez-y. j'ai un parcours assez standard, donc il n'y a rien d'incroyable, hein, mais j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle aujourd'hui IMT Atlantique, et suite à quoi voilà, j'ai fait de l'éolien terrestre dans un premier temps, avant de pouvoir travailler sur l'éolien en mer. D'accord, très bien. Alors, bah, je vous propose de commencer donc avec la première question, si on veut bien la mettre. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, moi je ne la vois pas. Alors, voilà, c'est bon. Alors, la première question, pourquoi installer des éoliennes en mer? Donc, je vais lire les réponses hein, pour que vous ayez pour que vous commenciez déjà à réfléchir. Donc, réponse A. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de place sur la terre ferme? Réponse B. Parce que les vents en mer sont plus proches et plus réguliers que sur le continent? Ou réponse C. La beauté des éoliennes n'a pas encore été reconnue, alors on les met en mer pour moins les voir. Donc là, normalement, le sondage est sur votre gauche ou votre droite. Et je vous laisse y répondre. Je vous laisse à peu près, on va voir 40 secondes, peut-être une minute. On va voir si tout le monde a répondu d'ici là. Allez-y. Alors, je crois voir que tout le monde a répondu, normalement. Donc, c'est bon, ouais. Donc, je vais laisser un petit peu à chaque fois hein, laisser répondre Pierre Dution, donc chaque intervenant donc pour chaque thématique. Mais ici, donc Pierre Dution, je vous laisse un petit peu présenter en détail la réponse en fait à la question. Sachant Très bien, que très bien. je vais laisser donc Pierre Dution répondre à la question tout simplement. Alors, quelle était la bonne réponse, Ben, Pierre? la meilleure réponse, j'ai envie de dire, était la réponse B, effectivement, hein, par rapport aux vents qui sont effectivement plus soutenus et plus réguliers au large. Après, il n'y a pas que ça, hein. Effectivement, on peut aller plus loin, mais c'est un élément essentiel. On parle de production d'électricité à partir du vent. Donc, à partir du moment où le gisement vent est meilleur, forcément, on est tenté d'aller l'utiliser en installant des éoliennes. Après, la première réponse parlait de la notion d'espace. Il est certain qu'en mer, pour faire un parc éolien, on a un peu plus d'espace que pour faire un parc éolien à terre, ce qui permet justement d'avoir des puissances par parc éolien plus importantes. Mais quand on parle d'espace aussi dans toutes ses dimensions. Et les éoliennes que nous pouvons installer en mer sont aussi beaucoup plus grandes hein, que les éoliennes à terre. Ce qui permet d'avoir à la fois en termes de puissance, mais aussi en termes de production, donc d'énergie, ça c'est des thématiques, je pense, qui vous parlent, également plus conséquentes. Donc ces éléments-là sont naturellement effectivement sur cette notion d'espace hein, qui a son importance sur l'image qui est projetée. Et on a également une notion importante derrière, c'est la notion de potentiel. C'est-à-dire que l'éolien en mer, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs s'y intéressent, beaucoup de pays s'y intéressent, pour deux raisons. Un potentiel, alors le travail de potentiel, c'est l'identification, entre guillemets, de combien d'éoliennes on va pouvoir produire à partir des éoliennes. Là, il y a un potentiel qui est fort. Et également derrière ça, il y a une notion de prix, hein, puisque on peut parfois avoir une idée fantastique pour produire de l'électricité, mais naturellement, il faut quand même aussi l'acheter l'électricité à la fin pour le consommateur. Donc, il ne s'agit pas de produire l'électricité à n'importe quel prix. Et l'éolien en mer aujourd'hui, c'est parmi les moyens de production les plus compétitifs au monde, hein. Donc, c'est clairement une manière de produire de l'électricité
renouvelable, en tout cas à partir d'une énergie qui est totalement renouvelable puisque c'est le vent. Dans les années passées, puisque les premières éoliennes ont été installées pour les toutes premières en 91, et surtout pour les années à venir, puisque le travail est en cours avec beaucoup d'opérateurs. Donc là, je précise pour les éoliennes en mer dans le monde. C'est bien ça? Tout à fait. Au niveau de la date Tout à fait. 91. Ouais, très bien. Ok. Oui, effectivement. La seule éolienne en mer installée en France se trouve sur le site du SEMREV, qui est un site d'essai. Donc une éolienne flottante, petite particularité qu'on évoquera peut-être après sur des différences technologiques. Après, j'ai vu une petite photo de moi tout à l'heure, qui est une photo sur un mètre-mesure où on voit les éoliennes derrière, mais petites éoliennes, ça n'a strictement rien à voir. Elles sont là juste pour alimenter des équipements de mesure sur la structure qui, elle, est installée au large de Fécamp. D'accord, très bien. Alors, je vais passer donc à la question 2. Alors, donc, la question est, quels sont les éléments à prendre en compte avant d'installer un parc éolien? Donc, première réponse possible, la réponse A. Alors, il faut mouiller son doigt. Je n'ai pas la suite, excusez-moi. Tester la force du vent. Oui, pour tester voilà, la force du vent, parce que la régie me cache les réponses. Ensuite, vous avez sinon la réponse B, monter une commission de débat public auprès des crabes et des poissons qui vivent sur place. Ou alors la réponse C, étudier la nature du sol, la biodiversité, consulter la population locale, les pêcheurs, vérifier la compatibilité du parc avec les trafics maritimes, etc. Donc je vous laisse un petit temps pour répondre à la question. Allez-y, vous pouvez commencer. Attention, le temps file. Tic-tac, tic-tac. Ça met un petit peu de temps, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, ok, donc je vois que tout le monde a répondu. Apparemment, tout le monde a répondu la réponse C. Que nous dites-vous, Pierre Duthon? Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, bravo à tous. Non, effectivement, et dans cette réponse, du coup, pour compléter la notion de etc., ou entre guillemets, les trois petits points à la fin ont leur importance, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour installer un parc éolien. J'ai une petite illustration parce Je vous que, la mets tout de suite. parfait, c'est gentil. Quand on regarde la mer, on a tendance à se dire, bon, bah, il y a quelques activités qui se passent au large, mais on n'imagine pas en fait la multitude de contraintes qui peuvent être d'ordre réglementaire, d'ordre de la défense, de l'ordre du pur maritime, d'ordre, on va dire, contraintes environnementales, mais je pense que Émilie en parlera tout à l'heure, d'ordre technique. Hein, les conditions de sol sont effectivement déterminantes. Je vous parlais tout à l'heure d'une différence de technologie. L'éolienne, on voit la partie qui est au-dessus de l'eau, mais ce qui se passe sous l'eau peut être différent d'un parc éolien à un autre. Il y a des éoliennes qu'on dit posées, c'est-à-dire que c'est une technologie où la fondation, donc la structure sur laquelle l'éolienne est installée, vient vraiment se poser ou s'ancrer dans le sol. Donc, trois types de technologies principalement, hein. Des monopieux, c'est un tube d'acier qui rentre dans le sol. Technologie jacket, c'est une forme de treillis métallique avec des pieux à chaque angle, pareil, qui supportent l'éolienne. Gravitaire, c'est des fondations qui sont en béton, qui sont posées et par leur masse supportent l'éolienne. Et tout ça à différencier de l'éolien flottant, qui est de plus en plus évoqué, qui lui se fait dans des conditions de profondeur d'eau plus importantes, où là c'est un flotteur qui lui est créé un peu comme une énorme bouée qui supporterait l'éolienne. Et là aussi, il y a des flotteurs de différents types. Et tous ces éléments techniques, entre guillemets, considèrent aussi beaucoup d'études, hein, d'études des sols, naturellement, d'études météo-océaniques, hein, donc que ce soit le vent, mais pas que, hein, la houle, les courants, etc. Donc il y a
voilà, une multitude de paramètres à prendre en compte, et notamment la notion de concertation, de consultation de la population locale, des pêcheurs, c'est également indispensable parce que pour qu'un projet se réalise, il faut aussi qu'il soit accepté. Et donc, c'est un travail de longue haleine avec les acteurs du territoire, puisque les projets se réalisent, se développent sur parfois plus de 10 ans. Donc, les acteurs changent aussi parfois. Ok, très bien. Alors, on va continuer avec la troisième question. Ah non, pardon, vous aviez également d'autres diapositives, si vous voulez présenter un petit peu ce que vous avez Alors, montré. effectivement, la diapositive là illustre quoi? Illustre le fait que c'est important de se poser plein de questions sur savoir où on va mettre le parc éolien. Et une fois qu'on sait où on va le mettre, ou quand on y pense, il faut aussi penser où est-ce qu'on va fabriquer les équipements qui vont venir s'installer sur le parc éolien. Donc là, je vous ai mis simplement un exemple avec le parc de Fécamp, mais ça aurait pu être n'importe quel autre parc éolien, où on voit à la fois le site du Havre qui est utilisé pour fabriquer les fondations, aussi pour fabriquer les éoliennes, puisqu'une usine est en train de se construire, les câbles qui sont fabriqués ailleurs, la sous-station électrique qui est en gros le compteur électrique, si vous voulez, pour vraiment très très grossièrement simplifier, qui est construit à Saint-Nazaire, le site de Cherbourg qui est utilisé, et vous voyez à côté du parc là-haut des moyens nautiques aussi qui sont très conséquents pour pouvoir installer les éoliennes, les fondations, les câbles, et tout ça à terme avec une maintenance, donc l'exploitation du parc qui se fait là au plus proche, dans le port de Fécamp, avec une base de maintenance. Et un dernier point qu'il faut avoir en tête, c'est que naturellement, quand on produit de l'électricité, il faut aussi raccorder au réseau électrique français. Donc c'est RTE, Réseau de transport d'électricité, qui l'effectue avec des câbles qui partent du parc au large jusqu'à la Terre. Donc il y a toute une étude naturellement sur la capacité aussi du réseau à accueillir de telles puissances, puisqu'on parle vraiment de grosses puissances de production d'électricité. Très bien. Alors, et pour celle-ci, donc là, on voit une éolienne en mer, donc on peut appeler aussi une éolienne offshore, si je ne me trompe pas, donc le mot anglais qui veut dire vers le large, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette diapositive, hein, cette image? Tout à fait. Alors elle était un petit peu liée à la suite dans la notion en fait d'effet de sillage notamment. Alors qu'est-ce que c'est que l'effet de sillage? Et peut-être ce sera parlé plus tard, mais c'est dans la disposition qu'on a des éoliennes. Les éoliennes, on ne peut pas les regrouper toutes au même endroit, à quelques dizaines de mètres les unes des autres, sinon il y en a une qui va produire celle qui est première dans l'axe du vent, mais la suivante en aura beaucoup moins, et ainsi de suite. Donc votre parc ne va pas produire suffisamment. Donc il y a une notion d'espace entre chaque éolienne qu'il faut bien conserver pour produire un maximum d'électricité, sans pour autant trop les espacer, parce qu'après il y a une histoire de consommation de l'espace quelque part. Là, sur le parc de Fécamp, pour vous donner un ordre d'idée, les éoliennes, elles sont espacées d'1 kilomètre entre elles. Et puis ensuite, quand vous considérez les espaces entre vos éoliennes, il faut savoir qu'elles sont aussi reliées par câble, donc vous augmentez aussi le linéaire de câble. Vous avez donc tout un tas de contraintes à considérer dans la manière de définir l'emplacement de vos éoliennes après avoir déjà identifié l'endroit où vous souhaitiez grossièrement les mettre. Voilà pour illustrer simplement ce slide. D'accord, très bien. Alors, les classes, hein, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais après la troisième question, à laquelle Pierre Dution répondra, vous serez aussi amenés, vous, donc les élèves, peut-être par l'intermédiaire des collèges ou lycées qui sont présents, à poser des questions directement à l'intervenant. Donc, réfléchissez déjà un petit peu à ce que vous avez envie de poser comme question à l'intervenant. Et donc, juste avant de vous laisser la parole, hein, les classes, on passe donc à la dernière question de Pierre, enfin, du quiz pour la thématique numéro 1. Donc, voici la troisième question. Comment prévoir la production d'une éolienne en mer? Alors, vous avez encore une fois trois réponses possibles. La réponse A, la force du vent est le seul paramètre à prendre en compte. Réponse B, la force du vent est importante, mais le type d'éolienne en jeu également. Ou réponse C, seul le modèle d'éolienne influe sur sa production. Je vous laisse répondre
au quiz qui va pas tarder. Voilà, vous pouvez commencer à répondre au quiz. Je vous laisse un petit peu de temps. Par ailleurs, je profite de petit moment de calme. J'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient été mises sur le chat. Ouais, on va Voilà. du coup poser les questions juste après cette troisième question. Comme ça, donc les classes auront la parole à ce moment-là. Alors, je crois que tout le monde a répondu. Ouais, tout le monde a répondu à la réponse B. Est-ce que c'est exact? Bravo. Effectivement, bon, une façon simple d'illustrer le propos, c'est de se dire, si je place une petite éolienne au même endroit en mer qu'une grande, est-ce que je vais avoir la même production d'électricité? Naturellement, non. Et quand on voit la différence en fait entre les parcs éoliens à terre et les parcs éoliens en mer, c'est notamment cette histoire de dimension qui entre en jeu. Si je prends le cas de Fécamp, pour ceux qui connaissent et qui sont allés sur la côte, il y a un parc qui se trouve vraiment juste sur la commune de Fécamp, donc au droit de la côte, avec 6 éoliennes terrestres de puissance unitaire de 6 MW. Donc finalement, l'ensemble de ce parc produira moins en électricité qu'une seule éolienne en mer. Hein, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire d'éoliennes à terre, loin de là, puisqu'on en a besoin. Mais en termes de dimension et de puissance et de production d'électricité, effectivement, il y a une différence assez notoire. Après, dans l'estimation de la production, il y a vraiment deux phases. On va dire, il y a la phase où vous développez votre projet, où vous allez donc faire des calculs pour savoir quelle va être votre production d'électricité à terme, pour faire derrière vos calculs sur quel est le prix finalement de l'électricité que vous pouvez avoir. Et aussi, au jour le jour, finalement, hein, une fois le parc en exploitation, dans les modèles, pour le gestionnaire de réseau, c'est important, de calcul de quelle va être la production du parc demain. Et donc ça, c'est actualisé en permanence au regard des conditions météorologiques pour avoir une prédiction de la production de tous les parcs. Hein. C'est fait aussi en terrestre, naturellement. Donc voilà, deux stades différents dans la manière d'approcher les choses sur la production des parcs éoliens en mer. D'accord, très bien. Donc, j'espère, avant de passer au thème 2, j'espère que nos différents participants, hein, les différentes classes vont avoir des questions pour vous. Je crois voir dans le chat qu'il y en a déjà quelques-unes. On va commencer, si vous voulez, par les questions qui sont posées dans le chat et ensuite on verra en direct si vous avez d'autres questions un petit peu après. Alors, je vais regarder. Donc, première question, une question du collège de Simone Veil. Comment les éoliennes sont fixées au sol? Est-ce que Alors, vous je pense pouvez répondre? avoir partiellement répondu déjà tout à l'heure. Hein, c'est effectivement la différence entre le posé et le flottant. Donc, dans le cadre, là, je pense que c'est du posé. C'était les fameuses trois technologies, hein, trois grandes technologies de fondation dites posées, à savoir le monopieu, qui est un pieu enfoncé dans le sol, le jacket, qui est un treillis métallique avec des pieux à chaque angle, et le gravitaire, qui est une structure en béton posée sur le fond. Voilà. Et le flottant, qui est donc un autre système où d'ailleurs il y a une question juste après avec la différence d'impact écologique entre le flottant et l'ancré. Alors je ne sais pas, peut-être Émilie voudra en parler tout à l'heure sur les notions environnementales. Bon, Oui. chaque technologie a des différences d'impact. Après, c'est vraiment site par site que ça se regarde et c'est aussi dépendant du milieu. Donc, c'est pas si simple que ça, j'ai envie de dire, de répondre à cette question. Je laisserai à Émilie le soin d'y répondre. D'accord. Et je prends la question suivante, si vous voulez, sur quelles... Alors, quand elles sont flottantes, est-ce qu'elles dérivent? Non, Allez-y. elles ne dérivent pas, heureusement. Hein. Alors, elles pourraient être remorquées jusqu'au site. Donc, effectivement, ça, c'est une façon de les transporter. En revanche, une fois sur site, elles sont ancrées avec des ancres. Hein. Donc, un peu comme un bateau au mouillage, vous aurez des éoliennes au mouillage au large, mais bien fixées, solidement attachées pour justement aussi éviter qu'elles bougent trop, puisque en termes de production, c'est important qu'elles ne soient pas trop mobiles. Ok, donc si je résume brièvement, on a quatre
grands types d'éoliennes, donc 3 qui seront bien fixées au niveau du sol, avec un pieu, si j'ai bien compris, et un type d'éolienne flottante, c'est ça? Il y a deux familles. Ah, Le posé, donc le posé, ça touche directement le fond, c'est fixé, quoi. Le fixe, on va dire. Le fixe et le flottant. d'accord. Voilà, deux grandes familles. Et après, quand on veut regarder un peu dans le détail dans ces deux grandes familles, il y a des technologies voilà, qui sont différentes. D'accord, très bien. Donc je laisse les questions en rapport avec l'environnement pour la troisième partie. Est-ce que les classes, vous avez d'autres questions? Non? On va, je pense, enchaîner parce que l'heure file un petit peu. On va passer à la deuxième thématique. Donc, on va repasser au diaporama. Et la thématique, donc la deuxième, c'est l'éolienne en mer, un objet technique. Donc là, on va vraiment parler de ce qui se passe dans les éoliennes. Donc, avant de passer aux questions, encore une fois, je vais laisser la parole donc à notre deuxième intervenant, donc Didier Lemos. Rebonjour. Rebonjour à tous. Oui. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu quelles sont vos missions, hein, votre parcours aussi, si vous souhaitez en parler. Donc, allez-y. Ouais, bah donc moi je suis ce qu'on appelle un enseignant-chercheur. Donc la moitié de ma vie, je la passe à faire de la recherche sur de la mécanique et de la technologie. Et puis l'autre partie de ma vie, je la passe à enseigner à des élèves, des étudiants comme vous. J'enseigne à l'INSA de Rouen, donc dans une école d'ingénieurs. Les étudiants, ils ont plutôt 21 ans, 22 ans, un peu moins de 18. Et je les forme à être des ingénieurs spécialisés dans le domaine de la mécanique. Au niveau de la recherche, je fais de la recherche à la fois de la modélisation numérique, de la simulation et des recherches expérimentales dans le domaine de la fiabilité. Donc j'essaie d'évaluer les incertitudes qui vont impacter la tenue des structures mécaniques. Et puis depuis 2011, j'adapte ça justement au domaine de l'éolien. Et j'ai en particulier participé à un petit projet développé par la société Freycinet, qui fait partie du groupe Vinci, qui a été sélectionné par l'ADEME il y a quelques années de ça, en 2007, pour fabriquer des mâts entièrement en béton qui permettaient de monter à 150 mètres de haut pour aller poser des éoliennes un petit peu au-dessus des forêts. D'accord, très bien. Alors, donc on va tout de suite passer à la première question pour vous, donc à laquelle, pardon, vous allez répondre juste après. Donc, la première question est: dans quelle partie de l'éolienne l'énergie du vent est transformée en électricité? Alors, est-ce que c'est la réponse A, donc dans le mât de l'éolienne, c'est-à-dire hein, donc dans le pylône finalement qui va soutenir donc l'éolienne? Est-ce que c'est dans le rotor de l'éolienne, donc la partie supérieure de l'éolienne, ou est-ce que ça va être au niveau des pales pour la réponse C? Donc je vous laisse un petit temps pour répondre lorsque le sondage va être affiché, c'est le cas. Allez-y, c'est parti. Alors est-ce que je fais des tic-tac? Ah, on a une réponse. Tic-tac, tic-tac. Encore une classe. C'est bientôt fini. Et ok, c'est bon. Alors les 4 classes ont répondu. J'ai 3 classes qui ont répondu la réponse B et une classe pour la réponse A. Qu'en dites-vous donc, Didier Lemos? Alors je vous propose de mettre la petite figure qui est juste après, les petites images qui permettent d'illustrer. Alors effectivement, une éolienne, c'est ce qu'on voit à gauche. Alors j'ai choisi parmi d'autres une éolienne Enercon, parce que je les trouve particulièrement élégantes, où on a effectivement le mât. Ensuite, on a une partie centrale. Alors je vous ai laissé le terme rotor, sachant que les spécialistes vont vous dire ça marche pas, parce que c'est ce qu'on appelle la nacelle. Et le rotor, c'est l'ensemble qui est constitué des pales et de l'extrémité de cette nacelle qui tourne, donc on appelle le moyeu, le hub.
Et donc, c'est tout ça une éolienne. Donc, on a effectivement un grand mât qui tout tient une nacelle sur laquelle est posée les pales et tout ça, ça tourne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aérogénérateur, et c'est effectivement le mât et les pales qui permettent d'aller choper l'électricité. Mais non, en fait, les pales et le mât récupèrent l'énergie de l'éolienne, mais c'est pas ce qui crée de l'électricité. Ce qui crée de l'électricité, c'est caché effectivement à l'intérieur de la nacelle. Donc la bonne réponse, si on se contente de créer l'électricité, de faire de la transformation électrique, ça se passe dans le rotor, enfin dans la nacelle. D'accord. Donc je vous ai mis un petit descriptif là. Si on regarde la figure du milieu, c'est les technologies les plus communes, en tout cas, qui ont été installées en première pour représenter une éolienne. Vous avez sur la droite les pales. Et donc les pales et le mât, c'est deux éléments technologiques qui sont importants, puisqu'il faut d'abord que la nacelle puisse tourner autour du mât pour s'orienter face au vent. Et puis les nacelles, les pales elles-mêmes, elles doivent être orientées pour essayer d'aller capter le maximum de vent pour pouvoir produire de l'énergie. Et cette énergie, elle arrive dans cet axe-là qu'on appelle l'axe lent. Et à l'autre bout de la chaîne, eh bien, on a un élément technologique qu'on appelle une génératrice. Donc une génératrice, c'est comme un. Alors les jeunes, ils ne doivent pas connaître ça, mais c'est ce qu'on avait avant sur nos vélos pour faire de la lumière, où on faisait tourner une petite bobine qui faisait de l'électricité. Donc c'est comme un moteur électrique, mais à l'envers, au lieu d'injecter de l'électricité pour avoir un mouvement, eh bien là, on crée un mouvement et ça crée de l'électricité. Et donc, c'était cette génératrice-là qui va transformer la rotation de notre rotor en électricité. Et là, on l'appelle l'axe rapide. Alors, pourquoi on a une différence? Parce qu'un mât, ça tourne à peu près, ça fait un tour en quelques secondes, en une dizaine de secondes sur les grosses éoliennes, alors que la génératrice, elle a plutôt besoin de faire 200 tours en quelques secondes. Donc, du coup, on est obligé d'accélérer. Et donc, on a obligé de mettre ici un élément qu'on appelle un multiplicateur. Pour ceux qui font un peu de techno en ST2I, c'est un train d'engrenage. Sauf que c'est un train d'engrenage qui va envoyer des puissances qui sont énormes, qui sont l'équivalent de quelques dizaines de camions. Donc, c'est des éléments technologiques qui sont surdimensionnés, qui font entre 40 et 50 tonnes. Donc, on doit mettre en l'air. Je vous ai mis à droite ce qu'on appelle un direct drive ou une éolienne en prise directe. Plutôt que de mettre une boîte de vitesse là qui pèse très 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 lourd, maintenant les nouvelles technologies, ce qu'elles font, c'est qu'au lieu d'avoir une seule génératrice, et ben, en fait on met plein de bobines. Ah oui, je devais demander des annotations. J'ai oublié. Ah, vous croyez que j'avais oublié jusqu'au bout, hein. C'est bon. Je vous le redonne. Et en particulier, vous voyez, cet élément dont je parle là, ah bah tiens, je l'ai perdu. Toc, je sais pas ce qu'il me fait. Donc c'est cet élément-là que j'appelle la boîte de vitesse. Donc on doit la remplacer et la génératrice, elle est ici. Et donc plutôt que d'avoir une boîte de vitesse et une génératrice, eh ben, on a des nouvelles technologies maintenant où on a multiplié en fait le nombre de génératrices qui permet de ne pas avoir besoin de ce multiplicateur de vitesse. Et donc on a directement un arbre lent qui passe plein de fois devant plein de petits générateurs et c'est comme s'il allait très très vite. Et donc c'est cet élément-là qui permet de créer de l'électricité. D'accord. Ok. Alors, on va passer donc à la question 2. J'espère que ça va toujours pour les classes qui sont avec nous. Donc, alors, deuxième question avec Didier Lemos comme, comme intervenant. Donc, la question est, les éoliennes en mer sont-elles les mêmes que sur Terre? Alors, vous avez donc seulement deux choix cette fois-ci. Soit la réponse A, oui, on reprend les mêmes plans, seules les fondations sont différentes. Ou alors la réponse B, non, tout a été repensé. Donc, je vous laisse répondre au sondage qui vient de s'afficher. Allez-y. Donc là, ça devrait aller plus vite. On a un oui ou un non. Plus qu'une classe à répondre. Allez, le temps file. La dernière classe, je ne sais pas qui c'est.
C'est bon, je crois que tout le monde a répondu. Donc, alors, la bonne réponse, Didier Lemos, était-ce oui ou non? Est-ce qu'elles sont les mêmes que sur Terre? Dites-nous tout. Alors, je vais vous faire une réponse à la normande. C'est-à-dire que une éolienne, ça reste une éolienne, qu'elle soit posée ou qu'elle soit en mer. Donc, ça reste un aérogénérateur, on fait tourner des pales. Mais en termes de reconception technologique, effectivement, il a fallu tout reconcevoir. Donc, on n'a pas pu rester, on est resté sur le concept, hein, on transforme un mouvement d'air en un mouvement électrique, mais il a fallu tout reconcevoir en termes de dimensionnement scientifique, enfin en termes de dimensionnement mécanique et puis en termes de choix technologiques qui ont été abordés. Si vous pouvez me mettre juste les deux visuels qui sont après, enfin, au moins le premier dans un premier temps. Non, juste avant. Alors, juste avant, oui, c'est parce qu'on est plusieurs. Voilà. Vous cliquez à plusieurs. Donc effectivement, pour reprendre ce que vous disiez, Monsieur Duchon, tout à l'heure, quand on voit ce qu'on appelle les courbes de vent, c'est ce que vous voyez à gauche, en fait, très rapidement, on a un meilleur vent sur de l'eau, tout simplement parce que il y a moins de rugosité, ce qu'on appelle ça, il y a moins de relief, donc le vent, il est tout de suite très rapide, il est tout de suite stabilisé, donc il est de meilleure composition, il est de plus grande importance. Donc ça permet en particulier d'aller chercher un vent qui est plus continu, donc qui va produire plus, et on a besoin d'aller moins haut pour aller chercher ce vent. Donc ça, c'est intéressant parce que si on va moins haut, ça veut dire que le poids dont je vous ai parlé tout à l'heure, on le met moins haut et donc le système est plus stable. Donc sur le principe, ça paraît bien. Ou alors on se dit on va rester à la même hauteur, et bien on va mettre des éoliennes encore plus grosses. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. Hein. On s'est dit on va mettre des éoliennes toujours plus grosses et où on est globalement limité à 5 mégawatts, on va dire, sur du sol. On cherche à faire du 20 mégawatts en mer. Alors effectivement, on a plusieurs problèmes. Déjà, on s'est rendu compte que ce qu'on voit au-dessus de l'eau, c'est que la partie émergée, non pas de l'iceberg, mais de l'éolienne. Donc il faut pouvoir la poser ou pas. Donc je vous ai mis ici une image proposée par FH. Donc là, vous avez un petit visuel de ce dont on vous parlait tout à l'heure. Donc en premier plan, vous avez ce qu'on appelle une fondation gravitaire. Un petit peu plus loin, vous avez un jacket, et un petit peu sur la gauche, à côté de la centrale électrique, parce que là, la centrale électrique est en mer. Sur ce visuel-là, vous avez ce qu'on appelle un pile, donc enfin, une pile enfoncée dans le sol, et puis quelques éoliennes flottantes pour aller faire ce qu'on appelle du far shore, donc très loin des côtes où on ne peut pas se poser. Et tout ça, ça a un impact, c'est que d'une part, les vents sont plus importants, on fait des dimensions plus importantes, on a des structures qui sont dans l'eau, la sollicitation de l'eau, c'est très important, donc on a beaucoup de vibrations imposées à notre structure, et de fait, on a été obligé de tout reconcevoir, de tout redimensionner. On est dans un environnement agressif, hein, on est dans de l'eau de mer saline, donc il a fallu tout repenser. Alors un bon exemple de ça, parce que je pense qu'on peut être un peu chauvin, c'est la page d'après, c'est une des merveilles de technologie qui a été créée par l'industrie française. C'est juste après, si vous voulez bien. Ouais, voilà. Donc ça, c'est l'éolienne, c'est la Haliade. Alors, elle n'est pas en mer, celle-là. Elle n'est pas très loin du SEMREV, dont on vous a parlé il y a quelques secondes. Mais elle n'est pas encore en mer. Elle est installée quelque part, mais les pieds un peu dans le sol. Donc, c'est une technologie très, très novatrice qui a été créée par Alstom, maintenant, qui a été un peu vendue à des collègues, mais bon, tant pis. Où vous avez, donc, c'est une nouvelle génération d'éoliennes avec des pales qui ont des dimensions très, très importantes, avec ici la fameuse technologie dont je vous parlais. Il n'y a pas de générateur, donc on est sur un direct drive. L'intérêt d'un direct drive, c'est que c'est très léger, donc on n'a pas grand-chose en haut. Ensuite, on a été obligé de faire une reconception du mât. Avant, la nacelle était simplement posée sur le mât. Maintenant, la nacelle fait partie intégrante du mât, histoire de pouvoir reprendre les efforts. On a prévu des nacelles, donc des plateaux au-dessus pour pouvoir se poser, parce que autant c'est facile d'arriver au pied d'une éolienne et de grimper dessus quand on est au sol, autant quand on doit commencer à aller intervenir sur une éolienne qui est posée à 40 km des côtes, et c'est plus facile d'aller se poser par au-dessus. Et puis on est obligé de mettre des grues pour désinstaller les matériels. Et puis les éoliennes doivent être étanches. Et bon, voilà. Donc on a dû reconcevoir intégralement les technologies des éoliennes pour qu'elles puissent être opérationnelles en mer. Le principe reste le même, hein, le vent pousse les pales font tourner l'axe fait tourner la génératrice. Ok, très bien. Alors, je vous propose maintenant de passer à la troisième question de ce deuxième thème. Pourquoi les éoliennes ont-elles 3 pales généralement? Donc, réponse A. Est-ce que c'est parce qu'avec 2 pales, les éoliennes ne tourneraient pas assez vite? Réponse B.
avec 4 pales, les coûts de production augmenteraient alors, et donc 3 pales est le compromis idéal entre un bon rendement, des coûts de production raisonnables, ou réponse C. Alors, il y a un petit problème là, je pense. Ou est-ce Je que... crois qu'initialement, alors, les réponses C, c'est 3 pales, c'est le compromis idéal entre un bon rendement et oui, le c'est ça, il y a eu un petit souci. Exactement, vous avez raison. Donc, réponse B, je reviens dessus, avec 4 pales, les coûts de production augmenteraient alors. Et réponse C, 3 pales est le compromis idéal entre un bon rendement, des coûts de production raisonnables. Je vous laisse donc répondre. Donc, réponse A, 2 pales, réponse B, 4 pales, réponse C, 3 pales. Alors, dans les classes, hein, j'espère que ça va toujours. Il me reste encore 2 réponses à avoir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Encore quelques secondes. Et ça y est, je vois que tout le monde a répondu. Donc, j'ai la réponse C, 3 pales pour 100% donc, des participants. Qu'en dites-vous, Didier Lemos? Eh bien, je suis d'accord. C'est effectivement, les 3 pales, c'est un compromis idéal entre un bon rendement et un coût de production qui est raisonnable. Alors, l'explication, elle est moins facile, là. Alors, j'ai mis plein de figures derrière, parce que j'aime bien les bonnes figures. Pour vous expliquer comment on choisit ça, en fait, il faut bien comprendre qu'au départ, pour choisir comment on dimensionne des éoliennes, on utilise ce qu'on appelle l'hypothèse du tube de courant. Donc le tube de courant, c'est ce que j'ai dessiné sur la gauche là, où on a tout simplement le courant qui arrive sur la gauche et qui va traverser l'éolienne au milieu, et puis qui va, donc l'éolienne, elle serait placée, hop, attendez, j'ai perdu mon petit carré. Voilà, l'éolienne serait placée là. Et puis, du coup, comme on est obligé de ralentir le vent, la même quantité de matière étant ralentie, elle prend plus de place et on récupère de l'énergie ici. Eh bien, Betz nous dit que quelle que soit la stratégie qu'on utilise, eh ben, on ne peut pas aller chercher mieux que 0,6, enfin 60% de l'énergie qu'on a de disponible. Donc ça, c'est vrai quand on est du point de vue théorique. Si maintenant on transforme ça par un capteur de type éolien discret, c'est-à-dire si on met une pale, 2 pales, 3 pales, 4 pales, etc., ça ne se passe pas aussi bien. Et en fait, ça dépend. On se retrouve à calculer, à tracer des courbes comme ça, où ce qu'on a ici, là, le tip speed ratio, c'est la vitesse en bout de pale ramenée à la vitesse du vent. Et en fonction de ça, on est capable de capter une partie. Donc le CP, c'est le coefficient de puissance qu'on est capable de voler à l'air ambiant. Et donc la limite de Betz, elle était là-haut, elle est à 0,6. Et vous voyez qu'on en est assez loin en fonction d'une pale. Si on met 2 pales, on s'en rapproche. 3 pales, on s'en rapproche. 4 pales, on s'en rapproche. Et plus on monte le nombre de pales, et plus on est capable d'aller coller à ces 60%. Et vous remarquez que ce n'est pas vrai pour toutes les vitesses. En particulier, les éoliennes avec peu de pales sont obligées de tourner beaucoup plus vite que les éoliennes avec beaucoup de pales. Alors, à dimension équivalente, à la même taille. Donc, a priori, on pourrait se dire qu'il faut plus de pales. Hein. Là, on voit bien que la 4 pales, elle est quand même plus efficiente que la 3 pales, qui est plus efficiente que la 2 pales, etc. Hop là, je vous propose de passer à la slide suivante. Oui. Je vais arrêter de commenter parce que c'est compliqué d'annoter. J'ai plus la main sur les diapos, c'est pour ça. Ouais, c'est pas grave. Allez-y. Donc, je vous ai remis juste à gauche, effectivement, le descriptif qu'on vient de voir avec les standards des éoliennes verticales, des éoliennes horizontales, et puis on a aussi fait la même chose avec les éoliennes verticales. En particulier ici, les rotors, ce qu'on appelle les rotors de Darius ou Savonus. La plupart du temps, vous avez ça des fois sur les parkings des lycées. Donc, a priori, on pourrait prendre 4 pales plutôt que 3 pales, ou encore mieux que 2 pales. Et pourtant, quand on regarde dans la pratique,
Ce modèle-là, il oublie plein de choses. Il oublie que les pales, en fait, pour de vrai, c'est des objets qui se baladent dans l'air, à l'instar d'une aile d'avion, et que du coup, elles vont freiner, elles vont créer ce qu'on appelle du sillage, elles vont créer de la traînée, elles vont avoir des pertes de charge, elles vont créer des petites oscillations, des petites vibrations de l'air, des tourbillons de l'air qui vont aller perturber la pale d'à côté. Et du coup, alors qu'on espérait avoir ces fameux 0,60% de rendement, eh bien en fait, on voit qu'on a une perte du fait qu'on soit sur un système discret, on a une perte qui est due à la présence et à l'épaisseur des pales, et on a encore une perte qui est due à l'interaction entre ces pales. Et finalement, on se rend compte que c'est un peu difficile d'aller chercher le meilleur rendement et que finalement, le système à 2 pales est bien plus intéressant que le système à une pale et que le système à 3 pales est moins intéressant en termes de production que le système à 2 pales. Donc, et puis à 4 pales, il va être par là, donc il sera encore moins intéressant. Donc on devrait se dire naturellement, on va plutôt faire du 2 pales que du 3 pales. Alors déjà, on voit qu'il y a ce qu'on appelle le fameux type ratio, là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la vitesse des pales. Les pales, quand on met que 2 pales, ça doit aller très très vite. C'est-à-dire que si vous avez un vent à 30 km/h, il faudrait que votre éolienne en bout de pale, elle soit à 300 km/h pour être optimale déjà, hein. Donc ça commence à aller vite. Et je vous donne le dernier slide et je conclus. Pourquoi on prend 4 pales? Pourquoi on prend 3 pales? C'est pas la bonne, c'est pas grave. Bon, la suivante. Non, c'est la suivante, ouais. Alors pourquoi on a éliminé en fait le 2 pales? C'est parce que le vent il est comme ça, au sol le vent il est fixé, en haut le vent il est plus fort, et donc du coup les pales elles reçoivent pas le même vent, et de fait elles n'ont pas la même force qui s'applique à elles. Donc les pales du bas elles ont moins d'effort que les pales du haut. Donc du coup ça a tendance à faire vaciller, ça veut faire tourner la pale du haut, ça veut pousser la pale du haut par rapport à la pale du bas. Et ce mouvement incessant quand les pales tournent, eh bien en fait, ça finit par casser les axes. Donc pour pouvoir éviter ce problème-là, quand on met du 2 pales, on est obligé de créer un système, des fois très très complexe, qui permet de gérer ce qu'on appelle le tethering, ou le basculement en français. On l'utilise très peu en français, hein. Et ce basculement, en fait, il demande des modifications technologiques qui sont telles qu'il devient non seulement prohibitif en termes de coûts, mais en plus ingérable en termes de maintenance. Et donc, du coup, on a préféré oublier ces technologies à 2 pales pour s'orienter vers des technologies à 3 pales pour lesquelles l'effet de basculement il est vraiment négligeable. D'accord, donc tout est une question d'équilibre finalement. C'est ça. Voilà. Très bien. Alors, donc on a terminé avec les 3 questions pour Didier Lemos. Je vais laisser la parole un petit peu aux classes si jamais vous avez des questions ou si vous voulez revenir un petit peu sur ce qu'a dit notre intervenant pour cette partie. Alors, je vais voir dans le chat. Il n'y a pas de questions nouvelles. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu les écoles, les classes. Moi, j'ai peut-être quelques petites questions en réserve au cas où. Pour vous, Didier Lemos. Alors, moi, j'ai une question toute bête. Est-ce que une éolienne en mer, du coup, puisqu'on parle d'éolienne en mer, fait beaucoup de bruit ou pas? Si on est au pied de l'éolienne ou si on est au niveau des côtes, tout simplement, hein, en train de regarder le large. Est-ce qu'on va entendre beaucoup de bruit ou pas beaucoup ou pas du Alors, si tout? on est au pied d'une éolienne, qu'on soit en onshore ou en offshore, on va effectivement entendre beaucoup de bruit, mais ce ne sera pas le bruit de l'éolienne en fait, hein. Ce sera le bruit du vent ambiant. Donc, une éolienne, ça produit. Les éoliennes dont on parle, hein, c'est des grosses éoliennes qui tournent à des vitesses relativement faibles. On a effectivement l'effet de sillage tout au bout de la pale, parce que l'extrémité des pales vont très très vite. Donc, ça peut éventuellement faire un sifflement. Mais globalement, dès que vous vous éloignez d'une éolienne, le bruit se dissipe porté par le vent très rapidement. Donc, je ne sais pas si vous avez des chiffres. Je pense que pour le coup, à la fois les installateurs et les exploitants doivent avoir une maîtrise plus forte du bruit qui est généré, mais on doit être à combien? On doit être à 60 ou 80 décibels, un truc comme ça, même pas? Ce qui correspondrait à peu près à quoi? Si vous avez un Bah, équivalent, peut-être un exemple.
Une C'est, machine à laver, peut-être? Non. je sais pas, le bruit ambiant est à 60 dB, donc Bon, vous chercherez sur en Internet tout si vous cas, voulez c'est des... beaucoup moins bruyant que dans une salle de classe. D'accord. J'ai une question là, je crois. Quel est le coût d'une telle installation? Donc, alors pour l'installation, est-ce que c'est d'une éolienne, d'un parc? Alors c'est Monsieur Stéphane Poré qui avait posé cette question. Peut-être une précision? Bon, quel est le coût, on va dire, pour un parc et Allez-y, puis allez-y, ouais. une éolienne? On va faire Ouais, les deux. enfin, je pense qu'on peut prendre effectivement l'illustration simple au travers du parc de Fécamp, là, que je vous montrais tout à l'heure. Le coût global de ce parc, il est annoncé à 2 milliards. D'accord, 2 milliards. Très bien. Vaut mieux ramener le coût au mégawatt, ça fait moins peur. C'est combien Ah, au mégawatt? C'est à peu près du 1,5 euros par watt, quoi. Donc, D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les classes? Alors, si vous voulez, quelque chose qu'on n'a peut-être pas, on a peut-être pas précisé pour que les étudiants ils aient une notion. C'est des machines qui sont gigantesques, hein. Qu'on soit bien d'accord, les pales d'éoliennes maintenant, ça fait 80 mètres. Donc quand vous irez prendre une pause tout à l'heure, vous marcherez, ouais, un peu plus, mais les standards maintenant. Donc je parle de la pale, hein. Donc c'est-à-dire que le rotor complet lui fait 160 mètres. Donc vous faites 160 pas en écartant bien les jambes quand vous marchez, vous verrez la taille que ça donne. Les pales, elles font entre 10 et 15-20 tonnes. C'est-à-dire que quand vous serez sur la route et que vous croiserez un camion, vous direz, bah, en fait, l'éolienne qui est en train de tourner là-haut, elle a deux camions comme ça accrochés en l'air à 100 mètres de haut en train de tourner. ça fait une sacrée distance, hein. Alors, je vois qu'il y a également donc une autre question du collège Van Cazel. Euh, Quel est le temps d'installation d'une éolienne? Alors peut-être de sa construction jusqu'à son installation, si vous avez un temps moyen ou juste le moment où on va placer l'éolienne donc à l'endroit où elle doit être. C'est vous qui voyez. Bah, alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis le mieux apte pour répondre. Encore, on va faire la normande, ça dépend. Allez-y. Si vous prenez une technologie, alors on parle juste de pause, hein, d'installation, parce que la fabrication, ça dépend encore plus. Mais juste l'installation, en gros, quand vous avez une technologie monopile, c'est-à-dire où il faut installer une pile au sol et après venir poser une éolienne dessus, et ben globalement, faut compter, sauf erreur de ma part, quelque chose comme entre 12 et 18 heures pour installer la pile. Donc le bateau arrive sur site, il commence à taper, et puis il lui faut 12 heures à taper pour enfiler le pieu dans le sol. Et puis après, quand on arrive pour poser l'éolienne, bah, c'est pareil, il faut que ce soit fait en une journée, parce qu'en fait, les fenêtres de tir pour installer des éoliennes en mer, elles sont souvent courtes, donc il faut que le bateau il arrive et puis hop, il pose l'éolienne. Enfin, il n'y a qu'à Faucon, il pose l'éolienne. Ça se fait pas comme ça, Oui. mais c'est un jour, quoi, sauf erreur de ma part. Ouais, D'accord. c'est effectivement l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. En revanche, peut-être pour éclairer les élèves, ça, c'est quand tout va bien. Et comme on est en mer, parfois, ben, la météo est pas forcément très bonne. Donc, on peut se retrouver dans ce qu'on appelle des stand-by. Donc, en fait, on est obligé de mettre les opérations en attente, d'avoir la fameuse fenêtre météo qu'indiquait Didier tout à l'heure. Ben oui, parce que la particularité de l'éolienne, c'est qu'on la pose à un endroit où il y a du vent, et que pour poser des éoliennes, il faut des grues, et les grues, on les fait fonctionner quand il n'y a pas de vent. Donc, Alors, Si je peux juste intervenir aussi, puisque je me connais en tout, si je suis en construction. Non, ce qui peut être intéressant aussi de préciser, c'est que ça se fait en séquence, c'est-à-dire qu'on va d'abord installer toutes les fondations et après on va installer toutes les éoliennes. Et donc en général, la plupart du temps, ça peut prendre 2 ans. Il va y avoir une année qui va être utilisée pour installer les fondations et une année qui va être installée pour installer les turbines, sachant qu'il y a souvent les mois hivernaux où on ne peut pas faire de travaux en mer, puisque justement les conditions ne permettent pas de faire des travaux en mer, entre la mer, enfin les vagues et le vent, évidemment. d'accord.
Merci donc Émilie Praca. Est-ce qu'il y a, allez, il nous reste 1 ou 2 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être à poser à Didier Lemos sur la thématique? Ou à tout le monde, hein, d'ailleurs, pas qu'à moi. N'hésitez pas, hein, si vous avez une question qui vous vient comme ça. Je peux même enfin, si vous voulez ouvrir votre micro, hein, s'il y a un élève qui a envie de poser sa question en particulier, il peut venir devant l'ordinateur et la poser. A priori, non. Bon, je vous propose de passer à la 3e thématique, puisqu'il n'y a pas de questions. Donc, alors, la 3e thématique va concerner donc les éoliennes en mer et l'environnement. Et donc, nous accueillons pour finir Émilie Praca, qu'on a entendu juste avant. Donc, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus que ce que je l'ai fait au début donc de la conférence. Et puis, donc voilà, vous pouvez nous parler de vos missions principales et également de votre parcours si vous le souhaitez. Allez-y. Alors, je vais commencer par mon parcours. Donc, moi, j'ai fait des études de biologie à l'université. Et donc, je me suis spécialisée en biologie, en écologie marine. Et j'ai fait un doctorat en océanologie. J'ai travaillé sur 4 espèces de mammifères marins en Méditerranée. Et après mon doctorat, j'ai continué à travailler sur le milieu marin. Et notamment en Angleterre, j'ai travaillé pour un bureau d'études qui évaluait l'impact des éoliennes en mer. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs parcs. Et donc, j'ai travaillé principalement sur l'impact des parcs sur les mammifères marins et les oiseaux marins, mais je crois que je donne déjà une réponse pour la première question, donc je m'arrêterai là. Et donc actuellement, je travaille en tant que coordinatrice du groupement d'intérêt scientifique éolien en mer. Donc un groupement d'intérêt scientifique, c'est une collaboration entre des organismes scientifiques, évidemment. Donc ça peut être des universités, ça peut être des centres de recherche publics, ça peut être des associations environnementales aussi. Elles ont un rôle important à jouer sur l'environnement, mais aussi des entreprises privées. Donc mon rôle, ça a été de mettre en place cette collaboration. Et maintenant, je m'occupe de toutes les réunions, de lancer les projets. Donc cette année, le groupement va lancer 3 études et 2 appels d'offres pour réaliser des études à partir des prochaines. Et le rôle du groupement d'intérêt scientifique éolien en mer, c'est d'accompagner déjà le parc de Dieppe-le-Tréport, donc pour qu'un maximum d'acteurs scientifiques soient impliqués dans les suivis environnementaux du parc, mais aussi de réaliser des études pour améliorer les connaissances sur le milieu marin dans la Manche Est et de communiquer sur tous ces résultats. Donc, on aura bientôt un site internet qui parlera des études du groupe. Très bien. Alors, je vous propose de commencer donc cette 3e partie du quiz. Donc, on va afficher le diapo. Voilà. Donc, le thème 3, les éoliennes en mer et l'environnement. Donc, première question pour tout le monde. Donc, seule la faune et la flore sous-marine peuvent être perturbées par l'installation d'un parc éolien. Est-ce que c'est vrai? Réponse A. Ou est-ce que c'est faux? Donc, réponse B. Donc, on va afficher le sondage et vous allez pouvoir répondre quand ça voudra bien. Voilà, normalement, le sondage est lancé. Vous pouvez y aller. Il y a eu un petit indice juste avant, normalement. Mais bon, si vous n'avez pas trop écouté, on ne sait jamais. Peut-être que si. Alors, il nous reste 2 classes pour répondre. Donc, on parle bien de la faune et la flore sous-marine. Il nous reste une classe. Ah, je crois que c'est bon. Donc, on a 4 réponses. Donc, tout le monde a répondu la réponse faux. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. Donc, en effet, on va prendre évidemment en compte la faune et la flore sous-marine, mais on va aussi prendre en compte les oiseaux marins.
et même les chauves-souris. Donc pour un peu plus de détails, donc voilà, vous avez une belle illustration. Là, vous voyez donc une espèce que vous connaissez peut-être, ce sont les cormorans, avec des éoliennes en mer juste derrière. Donc il faut savoir que l'environnement marin est assez complexe, puisque tout est relié et influencé par beaucoup de choses, que ce soit de la dynamique, de l'hydrodynamique, donc les courants marins, la houle, les vents, le fond. Et donc, quand on va regarder l'impact d'un parc éolien en mer sur l'environnement, on va prendre en compte tous les compartiments du milieu marin. Donc, à la fois la qualité de l'eau et des sédiments, c'est-à-dire le fond marin, mais aussi la faune et la flore qui sont posées sur le fond, les espèces qui vivent dans la colonne d'eau, notamment les poissons qui sont pêchés, et aussi les mammifères marins, et enfin les oiseaux marins, les oiseaux qui migrent, et même donc les chauves-souris. Donc ça c'est alors je ne sais pas au niveau des autres parcs, mais pour le parc de Dieppe-le-Tréport, il y a des observations de chauves-souris qui ont été faites en mer il y a quelques années pour ce qu'on appelle l'état initial. Donc c'est toutes les observations qui vont permettre d'évaluer les impacts qu'un parc éolien en mer pourra avoir. Très bien. Donc, je vous propose maintenant, après cette réponse, de passer à la question 2. Hop. Donc ici, la question est: quelles dispositions sont mises en place pour limiter les perturbations de l'environnement? Est-ce que c'est la réponse A? Des dispositifs sont mis en place pour limiter les perturbations pendant les travaux, puis on laisse la biodiversité se réinstaller progressivement. Est-ce que sinon c'est la réponse B? Pour chaque parc éolien installé, une zone protégée est créée. Ou alors, est-ce que c'est la réponse C? Rien n'est prévu. Donc, le sondage va bientôt apparaître et vous allez pouvoir répondre. Allez-y. Les discussions sont en cours, il n'y a pas encore de réponse. Alors, pas mal de discussions. Ah, on a une première réponse. Attention, le temps file. Allez, encore 2 classes. Allez, les petits derniers. Une réponse? Décidément, cette question pose beaucoup d'interrogations. Il nous reste une réponse à avoir. Alors, qui ne sait pas? Il y a une question au niveau du chat. Il y a une question dans le chat? Oui. Mince, alors attendez. Ah, on la posera juste après. En quoi consiste la Je pense que c'est pour pouvoir répondre à la question. Je Oui, pense bah, que, en fait, concernant la réponse B, ça sous-entend qu'il y ait une nouvelle aire marine protégée qui soit créée. Si ça peut vous aider. D'accord, oui, c'est ça.
Ok, alors le sondage est fini, donc désolé pour la classe qui n'a pas répondu. J'ai donc 2 réponses pour la B et une réponse A. Qu'en dites-vous, Émilie Praca? Alors, la bonne réponse, c'est la réponse A. Si on évalue en fait en amont de la construction des parcs les impacts que pourront avoir les parcs éoliens en mer, c'est justement pour mettre en place des dispositifs, des mesures pour les éviter, les réduire ou même parfois les compenser. Donc, je ne sais pas si vous pouvez mettre la figure. Je vous ai juste mis 3 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc là, vous avez le plan du parc de Dieppe-le-Tréport. Et juste sur ce plan, en fait, je peux vous parler de 3 mesures. D'abord, le plan en fait a été changé pour éviter ce qu'on appelle les zones de Ridens et la zone du Creux, qui sont en fait des zones de dunes sous-marines. Et ces dunes, elles permettent d'avoir un peu une espèce ça permet aux poissons de se réfugier, d'avoir un peu des nurseries pour les larves. Donc, c'est des zones qui sont très riches et dans lesquelles les éoliennes ne seront pas implantées. Donc là, on évite le risque de perturbation de ces zones. Et ensuite, on a 2 mesures qui sont liées. Tout d'abord, on a des couloirs très larges entre les éoliennes et des éoliennes qui sont alignées. Donc, les couloirs très larges, en effet, entre les éoliennes, on aura pour le parc de Dieppe-le-Tréport des couloirs entre 1,1 km et 1,3 km et des éoliennes alignées. Donc, tout à l'heure, on parlait des oiseaux. Les oiseaux marins, en fait, les parcs éoliens en mer peuvent former ce qu'on appelle un effet barrière. Donc, quand les oiseaux volent, que ce soit pour aller chasser en mer ou lors de migration, quand ils trouvent un parc éolien en mer sur leur trajet, ça crée une barrière sur leur trajet. Et donc, le fait qu'il y ait des couloirs comme ça très larges, ça va leur permettre de passer à travers plus facilement. Et de plus, les éoliennes alignées, ça va permettre d'avoir un impact sur le paysage qui sera moindre, puisque depuis la Terre, en fait, quand on regardera le parc, on verra moins d'éoliennes puisqu'elles seront alignées les unes derrière les autres. Mais là, c'est juste 3 exemples que je vous donne, mais il y en a beaucoup d'autres. Notamment, par exemple, on a cité les travaux de construction tout à l'heure. Il faut savoir que la construction peut avoir lieu la nuit. Et donc, pour le parc de Dieppe-le-Tréport, il y a des mesures pour réduire les éclairages pendant la nuit, ou en tout cas utiliser des éclairages qui sont plus focalisés, qui ne vont pas faire des halos de lumière, parce que ça pourrait attirer les oiseaux ou même les chauves-souris. Ok. Est-ce qu'il y a également des contraintes, je me permets une petite question, hein, au niveau du son, du coup, si jamais les travaux se font la nuit ou même le jour d'ailleurs, est-ce qu'il y a des contraintes? Oui. Alors, il faut savoir que les impacts de la construction, les impacts les plus importants, c'est le bruit qui va être généré, le bruit sous-marin, qui va être généré en fait par l'implantation des pieux. Donc, on a parlé tout à l'heure des différents types de pieux, mais donc quand on parle des monopieux ou des jackets, en fait, donc c'est ces énormes tubes en acier qui vont être enfoncés dans le sol avec un marteau très gros, hein, c'est pas un marteau, ça s'appelle un marteau hydraulique. Et donc, ça a créé des ondes sonores évidemment assez importantes sous l'eau. Et ce bruit sous-marin peut avoir un impact à la fois sur les mammifères marins, mais aussi sur certains poissons. Et donc, la plupart du temps, on va réduire ce bruit à l'aide de systèmes. Donc, il y a plusieurs types, mais par exemple, on va mettre des rideaux de bulles. Donc, tout autour de la zone, on va avoir des rideaux de bulles qui vont être créés et qui vont limiter en fait la propagation des ondes sonores vers l'extérieur, enfin, qui vont stopper, qui vont réduire en tout cas le son qui va se propager au bruit sous-marin, à l'environnement marin. Et pour le parc de Dieppe-le-Tréport, il y a une mesure aussi qui va consister en il n'y aura pas de battage des pieux entre février et mai.
qui est une période assez sensible pour les poissons et les mammifères marins. Très bien. Alors, on passe à la dernière question. La dernière question. Après l'installation d'un parc, comment réagit la biodiversité? Est-ce que c'est réponse A, elle boude, il n'y a plus d'animaux dans la zone du parc, mais les végétaux se réinstallent petit à petit? Est-ce que c'est la réponse B, elle reprend peu à peu ses droits et des espèces autrefois absentes trouvent même refuge dans les fondations des éoliennes? Ou est-ce que c'est réponse C, on n'observe aucun changement après l'installation des parcs ou du parc? Donc, vous pouvez y aller pour le sondage. Alors, il y a 2 réponses jusqu'à maintenant. Alors, je vois que tout le monde a répondu la réponse B. Qu'en dites-vous, donc, Émilie Praca? Oui, c'est la bonne réponse. On peut mettre une illustration avec la photo que j'avais prévue. En fait, l'implantation d'un parc éolien en mer, ça va créer un nouvel habitat. Donc, que ce soit, on va dire autour de la Normandie, en mer du Nord, l'écosystème principal, c'est un écosystème qui est basé sur un sable, sur un fond avec du sable et des graviers. Et donc, quand on vient implanter un parc éolien en mer, ça met ce qu'on appelle un substrat dur, donc comme si on mettait des rochers, ou c'est même le phénomène qu'on observe aussi avec les épaves de bateaux. Et donc, il va y avoir 2 phénomènes. D'abord, le phénomène de biofouling, donc c'est ce qu'on observe ici, c'est-à-dire que sur les fondations, il y a des animaux qui vont venir se fixer, des animaux et des végétaux. Donc là, on voit des moules, on voit des anémones, il peut y avoir des oursins et au milieu de tout un tas d'espèces. Et donc, en fait, ces espèces, elles n'étaient pas là avant, puisqu'il n'y avait pas le substrat dont elles ont besoin pour se fixer et se développer. Et donc, en effet, il va même y avoir une augmentation de la biodiversité. Donc, je ne sais pas si dans les classes, vous avez une bonne définition en tête de ce que c'est la biodiversité, mais en fait, la biodiversité, c'est le nombre d'espèces présentes dans un écosystème. Et donc, comme là, on va avoir à la fois les espèces du substrat de sable et de gravier et les espèces sur ce substrat dur qui arrivent, on va avoir, il y a des études dans mer du Nord sur les parcs qui ont déjà été construits qui montrent qu'il y a une augmentation de la biodiversité au sein du parc par rapport à l'extérieur, puisque donc on a l'arrivée de ces nouvelles espèces. Et au fil du temps, et en fonction aussi des protections qui sont mises autour des fondations des éoliennes, il va y avoir ce qu'on appelle un effet récif, c'est-à-dire que des espèces vont pouvoir trouver refuge autour des éoliennes ou sous les rochers qui sont utilisés pour protéger les fondations. Et comme des poissons, des larves de poissons, mais aussi des crustacés comme les crabes. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet récif. C'est vraiment ce qu'on observe au niveau des épaves de bateaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, mais l'intérieur des épaves de bateaux servent de refuge aux espèces sous-marines. Et on peut citer aussi une étude qui a montré que même les phoques, en fait, pouvaient utiliser cet effet récif pour venir manger. Puisque toute cette faune, toute cette flore va éventuellement attirer des bancs de poissons, ou bien ils vont venir fouiller entre les rochers. Mais donc, il y a des études maintenant qui suivent les phoques avec des balises GPS.
Et au niveau d'un parc en Angleterre, ils ont observé plusieurs phoques qui venaient vraiment utiliser toutes ces espèces qui sont présentes au niveau des fondations pour chasser. Ok, donc il y a vraiment beaucoup de biodiversité marine. Voilà. Et il faut savoir aussi que ça va dépendre de la présence de la pêche ou non à l'intérieur du parc. Dans la plupart des parcs en Europe du Nord, la pêche est interdite. Et donc c'est vrai que finalement, on revient un petit peu à la question précédente, mais finalement, quand la pêche est interdite, quand les activités humaines, à part les bateaux de maintenance qui viennent sur le site, ça va créer un peu un effet de réserve aussi à l'intérieur du parc. Alors en France, on va avoir cette spécificité que normalement la pêche pourrait avoir lieu à l'intérieur des parcs. Donc on verra un peu la différence que ça pourra créer par rapport avec d'autres parcs en Europe du Nord. D'accord. Donc merci pour les réponses. Est-ce qu'il y a des questions pour Émilie Praca? Alors il me semble qu'il restait des questions dans le chat. Donc on en a une ici. Je ne sais plus si on l'a déjà posée. Quelle est la durée de vie d'une éolienne? Une éolienne en mer. Alors, je peux répondre en partie, mais c'est vrai que c'est plus une question technique. En général, pour l'instant, en fait, les concessions, elles sont accordées pour 25 ans. Notamment parce que la durée de vie d'une éolienne en mer est assez courte. Et donc, au bout de ces 25 ans, on verra si on démantèle complètement le parc ou bien si on peut remplacer les éoliennes pour en mettre des plus puissantes, par exemple, ou si, je sais pas moi, si on répare celles qui sont existantes et qu'on prolonge la durée de vie des parcs. Mais peut-être que mes collègues, Monsieur Lemos, par exemple, vous avez peut-être... Allez-y, hein, n'hésitez pas à intervenir si vous voulez. Alors, quand on conçoit, qu'on dimensionne une éolienne, effectivement, on essaye d'atteindre les objectifs qui sont posés et, au mieux, mais pas plus. Donc, quand on nous dit qu'il faut que ça dure 25 ans, on essaye de viser ça pour 25 ans. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un son bizarre, moi. Alors, on vous entend sur 2 temps, j'ai l'impression. Alors, il faudrait que Émilie Praca coupe juste son micro le temps que vous Ça y est, parliez. c'est fait. C'est bon? Donc, on vise la durée de vie qui est préconisée par les prescripteurs. Pardon, excusez-moi. Et alors le problème, c'est quand on fait du dimensionnement d'une structure comme ça, qui est soumise à un environnement qui est excessivement aléatoire, que ce soit la houle, que ce soit le vent, que ce soit les conditions climatiques, et ben notre dimensionnement, des fois l'éolienne, sa durée de vie, elle est bien abîmée. Alors on prend des coefficients de sécurité, donc la plupart du temps, on peut avoir des éoliennes qui durent beaucoup plus longtemps. Donc l'expérience montre que il y a la durée de vie qui est associée à l'amortissement en termes de coût, qui est plutôt sur 25 ans. Et puis après, la durée de vie de la machine, des fois, il y a certaines machines au Danemark en particulier qui sont installées depuis plus de 40 ans. Quoi. Alors, je ne parle pas forcément en offshore, parce qu'en offshore, il n'y en a pas des. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup décidé que ça, que des protos simplement. Très bien. Alors, je vois qu'il y a aussi une autre question, donc je vais laisser reprendre la main à Émilie, Émilie Praca, vous allez peut-être répondre plutôt à celle-ci. Combien d'éoliennes ou de parcs éoliens faut-il pour avoir la même production qu'une centrale nucléaire? Ah, bon, c'est encore un aspect plus technique. Qui veut prendre la parole? Peut-être Émilie, si vous avez une réponse ou non? Alors, peut-être Pierre Dution ou Didier Lemos, n'importe. Didier Lemos, vous avez l'air partant. Moi, j'allais laisser des installateurs en répondre, mais bon, en gros, une éolienne, ça fait. Alors, sur le parc comme Fécamp, ce qui était ciblé au départ, c'était du 5 MW. On met une centaine de machines.
Donc on est sur 500 mégawatts. Donc en fait, un parc, globalement, ça ne fait pas une centrale nucléaire, mais ça fait une tranche nucléaire. À peu près, c'est ce qu'on a tendance à dire. Alors maintenant, si sur ce qui est envisagé, par exemple, c'est de changer l'ancienne génération de multibrides par les nouvelles, donc qui sont plus, ça s'appelle plus les multibrides, mais donc sur des 8 mégawatts, on serait à 800 mégawatts. Donc ça fait une tranche et demie. Il faut savoir que dans une centrale nucléaire, comme à Penly par exemple, je crois qu'il y a, je ne suis pas sûr, je vais peut-être dire des bêtises, 4 tranches nucléaires. Donc ça veut dire qu'il faudrait en gros 2 parcs et demi comme celui-là pour faire une centrale nucléaire, comme Fécamp. D'accord. Est-ce que Pierre Buthion, Après, vous voulez ajouter? enfin, Oui, non, allez-y. je ne vais pas te donner de réponse précise en fait, parce que déjà, ça dépend à quoi on compare. Enfin, une éolienne, donc quelle éolienne par rapport à une centrale nucléaire, quelle centrale nucléaire? Donc, je pense que c'est un exercice intéressant à faire pour les étudiants, qui consisterait à regarder à la fois la puissance, mais aussi la production d'électricité, donc mégawatts et mégawattheures, et qui prennent, je ne sais pas, n'importe quel parc éolien offshore prévu, et une des centrales nucléaires françaises, ils comparent puissance, production, et ils auront le chiffre en réponse à leur question. Oui, parce que ce que vient d'aborder Pierre, l'air de rien, c'est ce qu'on appelle la disponibilité de la ressource. C'est-à-dire que les éoliennes, elles produisent quand il y a du vent. Quand il n'y a pas de vent, elles ne produisent pas. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat, si tout le monde, si vous avez répondu? S'il n'y a pas d'autres... Alors, je ne vois pas le chat. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, moi j'ai une petite question pour Émilie Praca. Donc, est-ce que le parc est gênant d'un point de vue touristique? Je vais rapporter un petit peu la question à nous, mais est-ce qu'il y a voilà, des études qui ont été faites peut-être dans d'autres parcs européens? Est-ce qu'il y a une gêne voilà, vis-à-vis du tourisme? Alors, l'impact visuel d'une éolienne, ça dépend des goûts des personnes. Il y en a qui trouvent ça très moche, il y en a qui sont assez indifférents. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même, lors de l'évaluation des impacts des parcs, une partie paysage. Donc pour évaluer l'impact, savoir si le parc sera très visible de la côte, etc. En termes de tourisme, il y a des études qui ont été faites en Angleterre et qui montrent que le tourisme n'est pas impacté par l'arrivée d'un parc éolien en mer et peut même avoir des retombées au niveau du tourisme parce qu'il y a des gens qui vont venir. Il y a des compagnies de bateaux qui vont emmener des touristes en mer pour aller observer le parc. Ça s'appelle du tourisme industriel. Et en effet, il y a des gens qui sont intéressés pour aller en bateau, aller observer les éoliennes en mer. D'accord. Et les personnes voilà, qui s'approchent en bateau peuvent s'approcher vraiment très près des éoliennes ou est-ce qu'il y a quand même une distance de Non, sécurité? alors ça, il y a toujours des restrictions pour les bateaux qui ne travaillent pas pour la maintenance des éoliennes. Évidemment, il y a une restriction. Après, elles sont tellement grandes qu'on n'a pas besoin d'être juste à côté pour bien les voir. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour Émilie Praca? Il y avait une question tout à l'heure entre les éoliennes flottantes et les éoliennes posées. Oui. Je peux peut-être répondre rapidement. Je pense que la principale différence d'impact entre ces deux types d'éoliennes, ça va principalement être au niveau du bruit pendant la construction. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a une éolienne posée, donc là je parle des monopieux et des jaquettes, comme on enfonce donc ce pieu dans le sol, ça fait du bruit sous-marin. Alors qu'évidemment, une éolienne flottante, donc on la tracte jusqu'à l'endroit où elle doit être mise et on l'ancre. Alors je suppose que l'ancrage quand même fait du bruit, mais c'est nettement moins important quand même qu'un pieu qui est battu dans le sol. D'accord. Alors il y a peut-être une question en route, non? Avec la classe de Stéphane Poré, peut-être?
Et puis, voilà, si on a une dernière question, et après, je vous propose de conclure sur cette petite conférence quiz. Alors, y a-t-il une différence d'efficacité entre éolienne flottante et ancrée? Moi, je peux peut-être laisser répondre Pierre Dution, mais a priori non. Pierre, allez-y avec votre micro activé. J'ai pas entendu la question, excusez-moi. Alors, y a-t-il une différence d'efficacité entre éolienne flottante et ancrée? Ah, ancré posé? En fait, encore une fois, hein, ça dépend quelle éolienne on met là-haut, hein. C'est-à-dire que si vous mettez exactement la même éolienne sur un flotteur, parce qu'on appelle ça comme ça, hein, donc en flottant et sur du posé, au même endroit, avec, bon, on va dire que on va partir du principe que le flotteur bouge pas trop, pas de différence. D'accord, ok, donc pas de différence. Il me reste une dernière question, mais rapidement, puisqu'il va falloir penser à conclure. Donc, à quoi ressemble la machine qui creuse sous l'eau? Si quelqu'un veut bien répondre parmi vous, 3, qui lève la main, Ouais, qui a envie de je peux. répondre, c'est qui? En Alors, fait, on creuse pas sous l'eau. En fait, on bat. C'est-à-dire qu'on vient poser un grand tube qui va depuis le sol jusqu'au lit, le fond de la mer, jusqu'au dessus. Et puis on vient lever une énorme masse de plusieurs tonnes et on la lâche. Et on vient taper dessus et on vient l'enfoncer comme vous enfoncez votre piquet dans votre jardin. Bon, le seul truc, c'est que ça prend 24 heures, quoi, parce que le tube, il fait 6-7 mètres de diamètre, il fait 10 cm d'épaisseur, il faut l'enfoncer 30 mètres dans le sol. Et donc après, une fois qu'on l'a enfoncé jusqu'au niveau de l'eau, ben, on remet une rallonge et puis on continue à taper, on tapait jusqu'à ce qu'on l'ait enfoncé suffisamment. très bien. Donc, merci pour ces Ah, réponses. il veut rajouter quelque chose dessus. Ah, pardon, Non, Pierre Dupion, allez-y. oui, c'est juste technologiquement, pour l'installation de monopieux, quand on est sur des sols durs, c'est un peu comme vous avec un clou, quoi. On va pas forcément s'amuser à planter un clou avec un marteau dans un mur en béton. Dans ces cas-là, on utilise une perceuse. Bah, le concept est un peu le même en mer, hein, pour mettre un monopieux quand on se retrouve sur des couches qui peuvent être potentiellement très dures. On fait rentrer un outil de forage effectivement à l'intérieur pour percer, pour trouer le sol et donc pouvoir. Bon, après, il y a plein de technologies un peu différentes, mais pour permettre en fait la poursuite soit du battage, soit du glissement du pieu à l'intérieur. D'accord, merci pour ces précisions. Donc je vous propose maintenant de conclure puisque là, nous sommes arrivés au bout de la conférence. Donc rapidement, pour revenir sur les résultats, on vous a fait une petite moyenne par rapport aux 3 thématiques. Donc au niveau du thème 1, on est à 3 sur 3. Tout le monde avait bien répondu aux questions sur le thème des éoliennes en mer. Pour le thème numéro 2, on est à une moyenne de 2,75 sur 3, ce qui est déjà très très bien. Donc pour la thématique l'éolienne en mer, un objet technique. Et pour la dernière thématique, que l'on vient de finir, 2,5 sur 3. Donc des très bons résultats, hein, dans l'ensemble. Je félicite toutes les classes qui ont participé. Vous pouvez lever les mains, vous pouvez même faire du bruit si vous ouvrez le micro, il n'y a pas de souci. Coucou à tous, merci d'avoir répondu Merci à à tous. ce quiz. Merci à toutes les classes, merci aux intervenants aussi. Vos précisions ont été vraiment très intéressantes. Il y a du bruit. Allez-y pour finir. Super. Les gars, on vous attend là. Je vous remercie à tous et j'espère peut-être vous voir un jour à l'Atrium quand nous serons réouverts. Voilà. Bonne journée à tous. Merci, à Bonnes bientôt. vacances aussi à tous les Encore collégiens et merci. lycéens. Au Au revoir à revoir. tous.